Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par George Beebe, ancien directeur de l'analyse de la Russie à la CIA et actuel directeur de la grande stratégie à l'Institut Quincy. Donc, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup. Donc, Trump a averti qu'il se retirerait des négociations sur l'Ukraine si aucun progrès n'était réalisé. Beaucoup de gens soutiennent que ce serait la meilleure façon de mettre fin à la guerre, car l'alternative serait un effondrement beaucoup plus lent de l'Ukraine, avec davantage de morts et de destruction, ce qui entraînerait également les États-Unis plus profondément dans le conflit. J'ai tendance à être très sensible à cet argument. Cependant, vous avez publié un article affirmant que ce serait une énorme erreur. Selon vos propres mots, cela laisserait une plaie béante et purulente en Europe. J'ai beaucoup réfléchi à votre argument, que j'ai trouvé excellent et très convaincant, si bien que je commence à douter. Je me demandais si vous pouviez exposer votre raisonnement sur les raisons pour lesquelles Trump ne devrait pas se retirer de ces négociations. Eh bien, imaginons un scénario. Imaginons que Trump dise, vous savez, nous n'allons obtenir aucun accord de paix, aucun cessez-le-feu de sitôt, et qu'il vaut mieux limiter nos pertes maintenant. Préciser que les États-Unis ne vont plus être impliqués dans ce conflit, et faire porter la responsabilité à la Russie et à l'Ukraine, et potentiellement à l'Europe, de régler cela eux-mêmes. Et ils le feront sans aucune implication des États-Unis. Et si la situation empire, ce n'est pas notre problème, c'est le leur. Alors, que se passe-t-il ensuite? Imaginons donc que les États-Unis coupent réellement toute implication. Et cela signifie non seulement que nous n'envoyons plus d'armes à l'Ukraine pour son utilisation dans cette guerre, mais aussi que nous ne fournissons plus les données de renseignement dont les Ukrainiens ont absolument besoin s'ils veulent utiliser des armes occidentales à guidage de précision sur le champ de bataille contre la Russie, ce qui ne fonctionnerait pas sans les données de ciblage que seuls les États-Unis peuvent fournir. Les Européens n'ont pas accès à ces données qui permettraient aux Ukrainiens d'utiliser ces munitions à guidage de précision. C'est donc un problème immédiat pour les Ukrainiens sur le champ de bataille. Mais il y a aussi Starlink, le réseau de communication par satellite d'Elon Musk, que nous fournissons aux Ukrainiens depuis le début de cette invasion, qui permet aux forces ukrainiennes de communiquer sur le champ de bataille de manière plus ou moins sécurisée. Et quasiment impossible à brouiller, ils perdraient également cet accès. Et maintenant, ils se retrouvent obligés de communiquer entre eux en utilisant des moyens que les Russes pourraient très probablement brouiller, perturber et intercepter, ce qui constitue un autre désavantage majeur pour les Ukrainiens sur le champ de bataille. Mais au-delà de cela, les États-Unis et l'OTAN utilisent des patrouilles AWACS. Il s'agit de la surveillance et de la reconnaissance aérienne, de la défense aérienne, qui dépendent d'avions ne survolant pas l'espace aérien ukrainien. Ils volent dans l'espace aérien européen, mais suffisamment près pour surveiller l'espace aérien ukrainien et aider à diriger la défense aérienne ukrainienne contre les frappes de missiles, de bombes et de drones. Et si nous retirions cela, nous nous retrouverions dans une situation où les Ukrainiens seraient essentiellement très vulnérables, non seulement aux attaques terrestres de la Russie, mais aussi à d'énormes frappes de missiles et de bombardements contre des parties de l'Ukraine que les Russes n'ont pas vraiment ciblées de manière concertée jusqu'à présent, en raison de leurs préoccupations concernant une escalade vers une guerre directe avec les États-Unis et l'OTAN, ce qui, soudainement, ne serait plus un frein. Et il se pourrait bien que nous ne soyons plus dans une impasse qui s'érode lentement, où les Russes progressent de façon incrémentale sur le terrain, exerçant une pression sur la capacité de l'Ukraine à maintenir une force de combat efficace sur la durée.
mais plutôt dans une situation où la Russie pourrait profiter d'une supériorité aérienne qui serait autrement très significative au-dessus de l'Ukraine. Cela pourrait être tout à fait catastrophique pour les forces ukrainiennes. Maintenant, si nous faisions cela et que les Russes attaquaient vraiment les Ukrainiens de manière massive, dans les airs et au sol, quelle serait la réaction en Occident? Eh bien, je vous garantis que ce ne serait pas « Oh, eh bien, ce n'est pas notre guerre. Ce n'est pas la faute de Trump. C'était la guerre de Biden dans laquelle il s'est engagé, et Trump a essayé de la régler, mais ce n'était tout simplement pas possible. » Je pense que la réaction serait « Waouh! Donald Trump a abandonné nos alliés en Europe et notre partenaire en Ukraine. Et c'est une catastrophe qui aurait pu être évitée si Trump avait simplement maintenu le cap. » C'est probablement la réaction politique qu'on verrait en Occident. Maintenant, Trump, dans ces circonstances, pourrait-il simplement rester ferme et dire « Tant pis, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas ma guerre, c'est à ces autres de s'en occuper. » Ils n'ont pas voulu trouver de compromis, donc on s'en va. Je ne le pense pas. Peut-être qu'ils le pourraient, mais je crois que nous serions probablement dans une situation où politiquement, les pressions sur la Maison-Blanche pour réagir fermement à cette situation seraient écrasantes. Je ne pense pas qu'il soit politiquement viable de se retirer dans de telles circonstances. Maintenant, l'autre argument que l'on entend, c'est que, eh bien, vous savez, nous pouvons chercher à améliorer nos relations avec la Russie, même si nous n'obtenons pas d'accord de paix, même si nous n'arrivons pas à mettre fin au combat en Ukraine. Et ma réaction à cela, c'est que je ne pense pas que ce soit du tout politiquement viable non plus. La majorité de Washington s'oppose déjà à une détente entre les États-Unis et la Russie. C'est tout à fait évident dans le soutien que l'on observe pour le projet de loi de Lindsey Graham visant à imposer des sanctions économiques encore plus sévères à la Russie, et tout aussi évident dans la réaction publique face aux frappes de l'Ukraine contre la force de bombardiers stratégiques russe ce week-end. Il n'y a pas beaucoup d'envie à Washington d'améliorer les relations américano-russes. Et je pense que Trump aurait beaucoup de mal à poursuivre cet objectif politiquement sans une fin au combat en Ukraine. Et en plus de cela, les questions mêmes qui devraient être abordées dans la relation américano-russe pour qu'elle progresse au-delà d'une certaine chaleur superficielle entre la Maison-Blanche et le Kremlin sont précisément celles qui sont au cœur de la guerre en Ukraine, à savoir le soutien des États-Unis à l'élargissement de l'OTAN et l'insistance américaine sur l'occidentalisation du paysage sécuritaire européen, essentiellement à l'exclusion de la participation de la Russie. Ce sont des enjeux qui sous-tendent la guerre en Ukraine. Ils sont également centraux dans la relation bilatérale entre les États-Unis et la Russie. Et tant qu'ils ne seront pas traités, il n'y aura ni règlement en Ukraine, ni amélioration fondamentale de la relation bilatérale américano-russe. Mais souvent cet argument, selon lequel nous devons aider l'Ukraine, sinon elle sera submergée et envahie par les Russes dans ce conflit, repose sur l'idée qu'il ne s'agit que d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie, dans laquelle la Russie aurait des intentions offensives de conquérir le plus de territoire possible. Cependant, il semble plutôt que ce soit avant tout un conflit entre l'OTAN et la Russie, qui n'a pas été résolu. En conséquence, la responsabilité a été transférée à l'Ukraine une fois qu'on lui a promis une future adhésion à l'OTAN, alors que l'OTAN refusait d'avancer sur ce sujet. Alors comment voyez-vous cela? Parce que si la nature de la guerre est un conflit entre l'OTAN et la Russie, la poursuite des contributions à la guerre ne ferait-elle pas simplement prolonger, voire aggraver, le conflit entre ces deux pays, l'OTAN et la Russie?
Encore une fois, vous avez mentionné les attaques contre les forces nucléaires russes. Parce que, encore une fois, du point de vue de Moscou, il ne s'agit pas simplement de l'Ukraine. C'est l'OTAN qui attaque les forces nucléaires russes. Nous sommes donc à nouveau confrontés à la possibilité d'une confrontation nucléaire dans les prochains jours entre l'OTAN et la Russie. La nature de la guerre n'aurait-elle donc pas un impact sur l'analyse ici? Ou comment percevez-vous la nature de cette guerre? Eh bien, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a à Washington, et ils sont nombreux, des personnes qui considèrent qu'il s'agit fondamentalement d'un conflit bilatéral entre la Russie et l'Ukraine, une guerre de conquête impériale, dans laquelle les Russes estiment que les territoires détenus par l'Ukraine sont en réalité légitimement russes et devraient être récupérés par la Russie, et que l'Ukraine doit essentiellement être politiquement subordonnée à la Russie, voire devenir membre de la Fédération de Russie. Et c'est selon eux la véritable raison de cette guerre. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de la dynamique fondamentale qui a conduit à cette guerre en Ukraine. Bien sûr, il existe des aspects bilatéraux entre la Russie et l'Ukraine. Aucun doute là-dessus. Mais ils s'inscrivent dans un cadre plus large d'une lutte géopolitique de longue haleine qui oppose Moscou et Washington depuis la fin de la guerre froide. Il s'agit d'une lutte pour déterminer la configuration de l'architecture de sécurité européenne, la place de la Russie dans cette architecture, ainsi que celle de l'Ukraine. Cela signifie qu'on ne peut pas résoudre cette guerre simplement en encourageant un accord bilatéral entre la Russie et l'Ukraine. Cela ne permet d'avancer que jusqu'à un certain point. Cela doit faire partie d'un règlement, mais c'est loin d'être suffisant pour traiter ce que la Russie considère comme les causes profondes de cette guerre. Et ces causes profondes résident, selon moi, dans ce vaste bras de fer géopolitique en cours, qui s'est intensifié au cours des 3 dernières décennies. Les États-Unis sont donc directement impliqués dans ce conflit géopolitique majeur, et il ne peut être résolu sans une implication directe des Américains, sans un engagement direct entre Washington et Moscou pour aborder ces questions géopolitiques fondamentales. Cela doit être fait d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, ces tensions géopolitiques majeures ne feront pas que s'envenimer. Elles risquent de s'aggraver. Et je pense que les attaques ukrainiennes contre la force de bombardiers stratégiques russes en sont une illustration. Et si vous prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, je pense que c'est profondément troublant. Les bombardiers que les Ukrainiens ont attaqués étaient exposés ouvertement sur des bases aériennes russes, posées là, à la vue de tous depuis le ciel. Pourquoi étaient-ils exposés ainsi? Parce que les dispositions du traité New START, l'accord de contrôle des armements stratégiques entre la Russie et les États-Unis, exigent que ces armes, ces bombardiers, soient exposés ouvertement sur les bases aériennes, afin que les satellites de l'autre partie puissent confirmer que chaque camp respecte bien les limitations prévues par New START. Les États-Unis font la même chose avec nos bombardiers nucléaires stratégiques. Ils sont exposés ouvertement sur des bases américaines pour que la partie russe puisse constater que nous respectons les contraintes numériques prévues par ce traité. À présent, l'Ukraine a profité de cette transparence imposée par les accords de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie et a déclaré « Très bien, nous pouvons utiliser cette ouverture, cette transparence essentielle à la stabilité nucléaire entre les États-Unis et la Russie, et l'exploiter pour attaquer un élément de la triade nucléaire russe. » C'est une situation très dangereuse, en partie parce que les Russes sont tout à fait conscients de ce qui s'est passé. Et ils vont faire le lien et dire soit que les États-Unis voulaient que cela arrive, soit que nous sommes dans une situation où ils ne peuvent pas se permettre de supposer le contraire.
que les dangers de ne pas répondre à cette situation de manière très énergique sont tels que cela encouragerait, en fait, des attaques encore plus dangereuses contre les capacités nucléaires stratégiques de la Russie. Cela renforcera les perceptions de ceux, en Occident, qui pensent que la Russie n'est qu'un tigre de papier, qu'elle ne mettra pas ses menaces à exécution concernant ses lignes rouges, et que nous pouvons en somme traiter la Russie en toute impunité, sans craindre d'escalade, et lancer des attaques encore plus menaçantes, encore plus sévères contre le territoire russe et ses capacités nucléaires. C'est une situation extrêmement dangereuse. Nous pourrions nous retrouver dans une situation où les conseillers de Poutine lui disent presque la même chose que les conseillers de Trump disent à Trump, à savoir que l'autre camp parle de paix, mais mène la guerre. Chaque camp manipule l'autre, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire confiance aux intentions pacifiques que l'autre camp prétend avoir. Et que la seule chose qui mettra fin à cette guerre, c'est une approche beaucoup plus ferme envers l'autre camp. Et si les Russes pensent cela de leur côté, et que les Américains pensent cela d'une autre, nous pourrions nous diriger vers une situation très volatile. Maintenant, est-ce que cela va inévitablement exploser en une confrontation entre les États-Unis et la Russie? Je ne le pense pas. Mais c'est une situation dans laquelle nous ne pouvons pas simplement nous permettre de croire qu'elle ne s'aggravera pas. Je pense que les États-Unis et la Russie vont devoir prendre des mesures actives, dialoguer directement l'un avec l'autre pour désamorcer cette situation, mettre ce conflit sur une voie solide vers une résolution et empêcher toute escalade qui pourrait prendre des directions extrêmement dangereuses. Mais je ne vois pas la diffusion, cependant. Je constate, presque dans les médias occidentaux et parmi les politiciens, du moins en Europe, presque une célébration de cette attaque contre les forces nucléaires de la Russie. Pour moi, c'est tout à fait extraordinaire. Je sais que vous avez été directeur à la CIA, mais si vous deviez conseiller le Kremlin aujourd'hui, je ne dis pas cela pour vous mettre dans l'embarras. Quels seraient les éléments à prendre en compte? Comme vous l'avez indiqué, il serait très dangereux de ne rien faire, car l'effet dissuasif disparaîtrait, et cela encouragerait l'adversaire. Bien sûr, on ne veut pas entrer dans une guerre nucléaire, mais quel type de considérations devraient, selon vous, être incluses dans un tel conseil? Eh bien, comme vous vous en souvenez sûrement, la Russie a révisé sa doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire au cours de l'année écoulée et a explicitement déclaré que des attaques menées par une nation non nucléaire, avec le soutien d'un État nucléaire, pourraient à elles seules constituer un motif d'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie. Ils ont ajouté que si ces attaques pouvaient perturber les capacités nucléaires de la Russie, cela justifierait également un recours à l'arme nucléaire de la part de la Russie. Ils ont donc déplacé leur ligne rouge de manière très explicite et très transparente pour tenir compte de ce qui ressemble exactement à ce type de situation, du moins du point de vue russe. Je pense qu'il ne fait aucun doute que les Russes vont regarder cela et se dire « Eh bien, cela visait clairement nos capacités nucléaires. » Et deuxièmement, nous avons de bonnes raisons de soupçonner que les Ukrainiens ont peut-être agi avec la connaissance et le soutien des États-Unis, une puissance nucléaire. Maintenant, que se passe-t-il si la situation exacte contre laquelle nous avons mis en garde en révisant notre doctrine nucléaire se produit et que nous ne faisons rien? Cela pourrait être une situation très difficile pour la Russie. Le fait de ne pas répondre de manière très ferme et très claire en soi pourrait encourager d'autres attaques contre la Russie. Donc, je pense que les conseillers de Poutine vont lui dire exactement cela. Maintenant, comment Poutine va-t-il réagir à cela?
exactly that. Now, how does Putin respond to that? I hope his response is, I need to talk to Trump about this. J'espère que sa réponse sera « Je dois en parler à Trump », car nous pourrions entrer dans une nouvelle phase de ce conflit, où la Russie serait contrainte de riposter d'une manière qui, à son tour, pourrait bien obliger l'Occident à réagir. Et je ne veux pas m'engager sur cette voie sans avoir discuté de la situation avec les Américains et sans avoir l'occasion de désamorcer les choses. Je ne pense pas qu'une réponse musclée de la Russie soit inévitable, mais c'est certainement une possibilité importante. Et les implications de cela sont suffisamment dangereuses pour que je pense qu'il est impératif que les deux présidents discutent de cette situation de toute urgence et la gèrent. Je pense que la situation est encore maîtrisable, mais elle pourrait facilement devenir incontrôlable si nous ne sommes pas tous deux directement impliqués pour empêcher une nouvelle escalade. SL. Pour revenir aux négociations, comme vous l'avez dit, si la cause profonde de cette guerre est la lutte entre l'OTAN et la Russie sur la forme que devrait prendre l'architecture de sécurité européenne et que nous utilisons les Ukrainiens comme intermédiaires, comment pouvons-nous expliquer ou justifier le format des négociations? Car actuellement, ce sont les Ukrainiens et les Russes qui sont à la table. Mais il semble que les deux principaux acteurs qui devraient négocier sont les Américains et les Russes, qui devraient trouver un accord. En effet, l'idée même que l'élargissement de l'OTAN signifie que les Ukrainiens doivent accepter de ne pas rejoindre l'OTAN, plutôt que l'OTAN s'engage à ne pas s'étendre. De mon point de vue, cela fait partie des raisons qui ont déclenché la guerre au départ. Lorsque l'OTAN a déclaré qu'elle n'imposerait aucune restriction à son expansion, la Russie n'a pas pu négocier une nouvelle architecture de sécurité avec l'Occident. La Russie a donc dû recentrer son attention sur l'Ukraine et dire « Vous ne pouvez pas rejoindre ce bloc militaire, et maintenant nous avons une guerre ». Mais une solution raisonnable ne serait-elle pas de revenir à une situation où les grandes puissances trouvent une solution pour l'architecture de sécurité? Oui, je le pense absolument. Il ne devrait pas revenir à l'Ukraine de décider si elle rejoint ou non l'alliance de l'OTAN. Les Ukrainiens sont bien sûr libres de faire une demande. Ils sont tout à fait libres de dire « Nous voulons rejoindre l'alliance ». Mais c'est aux États-Unis et aux autres alliés de l'OTAN de déterminer s'ils acceptent ou non l'Ukraine. Et cela requiert l'unanimité au sein de l'OTAN. Donc, si les États-Unis disent « Écoutez, il n'est pas dans notre intérêt que l'Ukraine fasse partie de l'alliance de l'OTAN. C'est notre droit souverain. Nous devrions prendre cette décision, non pas en fonction de ce qui est le mieux pour l'Ukraine, mais de ce qui sert au mieux les intérêts de la sécurité nationale américaine. Et oui, je pense que les États-Unis et la Russie doivent négocier directement entre eux sur ces grandes questions géopolitiques de sécurité européenne. Il n'appartient pas aux États-Unis et à la Russie de décider où la frontière entre l'Ukraine et la Russie doit être tracée. Il n'appartient pas aux États-Unis de décider pour l'Ukraine quand, où et comment elle doit organiser des élections, ni de déterminer ce que ces lois doivent dire concernant le traitement de la langue russe et des minorités russes. Ce sont des questions qui relèvent avant tout de l'Ukraine, et les Russes peuvent bien sûr tenter de négocier avec les Ukrainiens à ce sujet s'ils le souhaitent. Ce n'est pas à Washington et à Moscou de régler cela entre eux. Mais pour moi, ces questions sont des sous-ensembles d'un conflit géopolitique plus vaste, qui oppose fondamentalement Moscou et Washington, et qui ne pourra être résolu que si Moscou et Washington négocient directement entre eux. Si nous faisons des progrès sur ces questions plus larges, il sera d'autant plus facile de traiter toutes ces autres questions, dont certaines relèvent des relations bilatérales entre l'Ukraine et la Russie.
Eh bien, c'était en partie le problème avec les accords de Minsk, c'est la critique habituelle, parce que les accords de Minsk étaient entre Kiev et le Donbass. Et l'argument courant était que, vous savez, c'est un peu artificiel parce que cela suggère que la Russie n'est pas partie prenante au conflit. Mais bien sûr, ils sont partie prenante au conflit, tout comme l'OTAN. Donc il fallait en quelque sorte intégrer cette complexité dans les négociations parce que, encore une fois, cela reconnaît la Russie comme participant, mais pas l'Occident. Donc c'est très difficile, je suppose, tout le format de cela. Mais un autre problème cependant, avec le fait que Trump ne se retire pas des négociations, c'est à partir de quand cela devient-il la guerre de Trump? Alors, parce qu'il y a cette position très inconfortable où Trump, d'un côté, affirme que ce n'est pas sa guerre, qu'il est un médiateur. Encore une fois, les deux principales parties, eh bien, si l'on ne prend pas en compte les Ukrainiens, seraient les États-Unis et la Russie. Donc si c'est, vous savez, l'OTAN contre la Russie, l'OTAN, c'est vraiment, enfin l'Amérique est l'acteur principal de l'OTAN. Alors, combien de temps cette prétention peut-elle durer? Et s'il ne se retire pas, à quel moment la guerre lui appartient-elle? Eh bien, étant donné que le soutien américain est si essentiel à la défense de l'Ukraine, je pense que si les États-Unis se retirent, nous porterons la responsabilité des conséquences de cette décision pour l'Ukraine sur le champ de bataille. Et il y aura beaucoup de gens à Washington qui seront très prompts à pointer du doigt Trump dans cette situation. D'un autre côté, si nous ne nous retirons pas complètement, si nous continuons à fournir une aide à l'Ukraine, à lui apporter un soutien en matière de renseignement, mais que nous ne jouons pas un rôle actif dans la recherche d'un règlement pacifique de cette guerre, nous risquons de nous retrouver exactement dans la situation actuelle, à la suite des frappes ukrainiennes contre la force de bombardiers stratégiques russes. À savoir que les Russes supposeront que les États-Unis ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de ces frappes par l'Ukraine. D'une manière ou d'une autre, il s'agit d'une guerre dont Trump ne pourra pas se désolidariser. Je comprends parfaitement l'idée selon laquelle Biden porte une énorme responsabilité pour avoir permis à cette guerre de commencer. Je comprends l'argument de Trump, selon lequel ce n'est pas sa guerre et qu'elle n'aurait pas eu lieu sous sa présidence. Mais malgré tout, nous sommes aujourd'hui dans une situation où je ne pense pas que Trump est un moyen viable d'échapper aux conséquences des décisions qu'il prend actuellement concernant la suite à donner. Et je pense que, parmi les alternatives, s'engager directement avec Moscou pour rechercher un large compromis géopolitique entre les États-Unis et la Russie est la meilleure voie à suivre. Cela permettrait et faciliterait des avancées sur l'ensemble des questions qui doivent être traitées pour qu'un véritable accord de paix soit conclu et mis en œuvre. Et vous n'y arriverez pas simplement en disant « Écoutez, les deux parties doivent arrêter de se tirer dessus. Nous devons d'abord obtenir un cessez-le-feu inconditionnel. » Les Russes n'accepteront pas cela, car cela reviendrait à sacrifier l'avantage militaire qu'ils possèdent actuellement sur le champ de bataille, qui est en réalité leur seule garantie de pouvoir obtenir le type d'accord géopolitique avec l'Occident qu'ils estiment impératif pour leurs propres intérêts de sécurité. Ils ne vont donc pas abandonner cet avantage. Je pense donc que nous devons nous concentrer non pas sur l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat entre les deux parties, mais plutôt sur le fait que la Russie accepte ce large compromis géopolitique, où nous dirions, d'accord, pas d'Ukraine dans l'OTAN, pas d'OTAN en Ukraine. Et en contrepartie, la Russie ferait ce qui aurait été une concession extraordinaire en 2014, lorsque, comme vous le savez, la Russie s'était fortement opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Et nous en sommes maintenant au point où il semble réaliste que la Russie accepte formellement de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En fait, ils ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils étaient prêts à le faire. Les contours de ce compromis géopolitique sont donc déjà visibles. Je pense qu'ils sont à portée de main. C'est quelque chose que Trump pourrait accomplir s'il s'y attelait dès maintenant. Et ce serait, premièrement, une réalisation très importante s'il parvenait à sceller ce compromis. Mais cela permettrait également de s'accorder sur une feuille de route pour traiter toutes les autres questions tactiques qui devront être résolues au fil du temps, en réduisant la pression temporelle, et contribuerait à désamorcer ce que je considère actuellement comme une situation très préoccupante, pleine de risques d'escalade. Juste une toute dernière question très brève. Pensez-vous que les négociations peuvent réellement aboutir, qu'elles peuvent être couronnées de succès? Parce qu'il semble que les Russes aient désormais figé leur position. Ils veulent la neutralité et des concessions territoriales. Plus l'autre camp attend, plus leurs exigences seront strictes à chaque fois qu'ils devront revenir à la table. Et les États-Unis n'ont pas vraiment beaucoup de levier sur la Russie. Mais si l'on veut réunir les deux parties, qui sont si éloignées l'une de l'autre, il faudrait mettre toute la pression sur Zelensky et les Européens. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Et pensez-vous qu'il soit possible de les rassembler tous? Eh bien, il devrait être possible de trouver un compromis où l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, car les Ukrainiens savent déjà qu'ils n'y entreront pas. Nous l'avons clairement indiqué. C'était certainement évident en 2014, lorsque les Russes ont annexé la Crimée et que les États-Unis ne sont pas entrés en guerre pour défendre l'Ukraine. C'était également clair en 2022, lorsque les Russes ont lancé cette invasion à grande échelle de l'Ukraine, et que les États-Unis ne sont pas entrés en guerre contre la Russie pour défendre l'Ukraine. En d'autres termes, nos actions ont montré que nous n'irons pas en guerre pour défendre l'Ukraine. Et si nous ne sommes pas prêts à le faire, alors nous n'allons pas non plus nous engager par traité à entrer en guerre pour défendre l'Ukraine, ce que nous serions obligés de faire si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN. Les Ukrainiens le savent déjà. Maintenant, ce qu'ils pourraient obtenir en échange d'une concession qui n'en est pas vraiment une, mais plutôt la reconnaissance de cette réalité fondamentale, c'est une voie vers l'indépendance, la souveraineté et la prospérité future. En d'autres termes, si l'Ukraine faisait partie de l'Union européenne, elle serait ancrée politiquement et économiquement à l'Ouest, un peu comme l'Autriche et la Finlande l'étaient pendant la guerre froide. Cela leur a très bien réussi, et ce serait une perspective de reconstruction économique pour l'Ukraine. Cela permettrait à des millions de réfugiés ayant fui les combats de retourner en Ukraine avec l'espoir de retrouver un pays en paix, offrant une réelle possibilité de reconstruction économique, d'emploi et de prospérité. Ainsi, cette voie vers l'adhésion à l'Union européenne donne de l'espoir à l'Ukraine, espoir qui n'existerait pas sans ce type de compromis. Les Russes n'autoriseront pas la reconstruction de l'Ukraine, et ils disposent d'un droit de veto à ce sujet. Ce veto prend la forme de frappes de missiles et de bombes que l'Occident et l'Ukraine ne sont pas en mesure d'empêcher. Nous n'avons tout simplement pas la capacité de défense aérienne nécessaire pour cela. Ainsi, ce que l'Ukraine obtiendrait si nous rejetions ce type de compromis, ce serait de placer le pays sur une trajectoire de dysfonctionnement à long terme, de destruction, d'effondrement sur le champ de bataille, sans perspective de reconstruction et avec de graves risques qu'il devienne politiquement beaucoup plus semblable à la Libye qu'à un État européen moderne et prospère. Pour moi,
C'est un choix qui devrait être clair pour les Ukrainiens et les Européens, afin qu'ils s'y accordent. Et je pense que les Russes peuvent s'en accommoder. Je crois qu'ils ont indiqué qu'ils pouvaient s'en accommoder. Nous devrions obtenir ce type de concession de la part des Russes. Une fois cela fait, toutes les autres complications ne seront pas faciles à résoudre, mais elles seront bien plus solubles dans ce contexte qu'elles ne le sont actuellement. Il faut donc commencer par le plus important, puis descendre, plutôt que de commencer par le bas, avec un cessez-le-feu, en espérant pouvoir en faire un compromis géopolitique plus large. Ce que vous dites est, vous savez, très sensé et raisonnable. Mon inquiétude, c'est que vivant en Europe, je ne vois pas cette raison en ce moment. Mais c'est un sujet pour une autre fois. Donc oui, merci beaucoup pour votre temps. C'est très apprécié. Bien, je vous en prie.